Bonjour vous autres! Alors, on est le samedi 4 avril et on commence un nouveau vlog ensemble, un vlog livresque. Et c'est congé pour moi! J'avais trop hâte. C'est le congé pascal, mais les 3 dernières semaines ont été tellement intenses au boulot que je commence tout juste à décompresser. Puis hier, j'avais congé pourtant, donc je sens que ça va me prendre la fin de semaine au complet. Puis après, le boulot va revenir, mais au moins, ça aura fait une petite pause. Ben cette semaine, c'est sûr, cette fin de semaine, en fait, c'est sûr je vais avoir des occupations variées, en fait, dépendant de ce qu'on a comme sortie familiale ou comme préparatif à faire. Donc, j'ai aucune idée à quel point je vais lire, à quel point je vais pouvoir vous prendre, mais je me suis dit, je vais quand même le commencer aujourd'hui au cas où. D'ailleurs, cette nuit, parce que oui, je vais encore de l'insomnie, j'ai commencé une nouvelle lecture qui s'intitule L'espace d'un printemps. C'est écrit par Hugo Léger, c'est publié chez Québec Amérique. Je le lis en numérique. Et c'est un roman de ce que je peux voir ado québécois. Et on va y suivre Leila, qui semble évoluer au sein d'un vaisseau qui est en voyage dans l'espace et qui se fait donner des ordres par une espèce de ce que je comprends être une intelligence artificielle pour essayer de poursuivre sa vie, là, comme va te coucher, fais tes devoirs, là, là, là. Et entre-temps, ben, on la lit, elle est en train de faire avoir des réflexions sur qu'est-ce qu'elle a vécu dans les dernières semaines. Potentiellement, je pense qu'elle va faire peut-être des rencontres et tout ça. Puis ben, ce que je comprends, ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'est un roman sur les peines d'amitié, je crois. Donc, ce qui est moins souvent abordé dans la littérature pour ados. Donc, ben, c'est abordé, mais pas si souvent. Donc, si c'est le cas, sinon, ça se peut que ça aille ailleurs. Puis, je ne sais pas encore si elle est réellement dans l'espace ou pas. Mais voyons, c'est construit. C'est construit comme si elle était vraiment dans l'espace. Donc, je ne sais pas si c'est juste qu'on la suit au fil de son évolution intérieure puis qu'elle se sent comme si. J'ai aucune idée. Mais pour le moment, ça fonctionne super bien. On a vraiment une narration qui est omnisciente, en fait, parce qu'on va avoir les ordres de l'entité, qu'on ne sait pas trop, qu'on imagine être le vaisseau spatial ou l'IA, qui vont lui donner ces ordres-là, qui sont indiqués en caractère gras. Et ensuite, l'intériorité, le discours intérieur de Leila. Donc, à date, j'aime vraiment beaucoup. C'est un court roman, en livre numérique qui fait, je pense, 112 pages. Donc, ça doit vraiment être une petite plaquette en livre papier. Puis, je l'avais vu passer, je pense, dans les nouveautés, mais j'étais pas sûre. Il était sorti, je pense, en mars. Puis, comme c'est mars au féminin, puis que c'est Hugo Léger, ben j'attendais un peu. Puis, j'ai juste commencé comme ça, par hasard. Puis, finalement, je me suis laissée vraiment happer. Donc, voilà. Je pense que je vais le poursuivre. Après, j'ai déjà potentiellement une lecture audio que je vais commencer tantôt quand je vais aller courir. Puis, je vais aller faire chevaucher un peu. C'est un roman de Christina Alger. Christina Alger, je sais pas, je pense que c'est une autrice anglophone, mais je l'ai vu passer le titre, la traduction française qui est publiée, je pense, aux éditions, je pense que c'est Le Duc, le label Belladone, qui est leur label de romans policiers, donc en traduction française, et j'ai un petit blanc. Laura's Readings qui en a parlé dans un de ses billets sur Instagram ce matin. Puis je trouvais qu'elle en parlait super bien. Donc ça m'a donné envie de le lire. Puis ben, j'ai regardé, puis ben, c'est ça. C'est vraiment. Ça me semble être un thriller, pas domestique, là, mais c'est encore le même principe d'une enquêtrice qui revient dans son village ou sa ville natale où ça fait longtemps qu'elle a quitté pour diverses raisons, dont entre autres que sa mère est morte. Son père, c'est un ancien policier. Puis elle, je crois que c'est une fille qui travaille pour le FBI, quelque chose comme ça. Puis elle revient, puis elle va finir par se retrouver à devoir poursuivre une enquête que son père avait entamée, quelque chose comme ça, qui concerne la mort de 2 jeunes femmes. Puis ben, dans le fond, elle va commencer à la faire avancer. Puis plus ça va aller, puis plus elle va essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui lie potentiellement son père à cette enquête-là. Et puis là, ben, ça va commencer à faire un peu basculer peut-être ses certitudes. C'est ce que je comprends. C'est un modèle assez courant là, quand même dans tout ce qui est thriller, là, mais bon, j'ai hâte de voir ça. C'est un court roman d'eau, je pense qu'il fait comme 9 heures. Donc, j'étais trop curieuse. En fait, c'est qu'elle l'a présenté parce que c'est traduit en français et publié au label Belladone. Mais comme je vérifie toujours s'il y a une version originale parce que je me disais, c'est un nom qui peut être francophone, mais ça peut être aussi anglophone. Puis en fait, en effet, c'est paru en 2019 en anglais. Donc, il y avait déjà le livre audio. Alors, ben voilà. Donc, ça sera ma prochaine lecture. Alors, sur ces bonnes paroles, on va lancer ça, ce vlog-ci, puis on se reprend ben, dès que je peux.
t'es en mode, mais Marie, t'aurais pas pu juste te taire. Genre, pourquoi il faut à chaque fois que je pense de rajouter des trucs dans la barre de description, puis après au montage, j'essaie de vous mettre là. C'est chiant, mais bon, je le fais quand même parce que c'est hyper intéressant. Et bonjour vous autres. Alors, on est le lundi 6 avril. Alors, comme soupçonné, j'ai été fort occupée dans les dernières journées par rapport à Pâques et les visites familiales et tout. Mais j'ai quand même réussi à terminer. En fait, j'ai pas réussi. Ça m'a vraiment happé finalement. Le Christina Alger, donc le titre que j'écoutais en livre audio, qui s'intitule en anglais, en langue originale, donc Girls Like Us. Girls Like Us, et en français, c'est Au nom de nos sœurs. C'était publié chez Albin Michel en 2023. Je pensais que c'était récent parce que j'en ai entendu parler chez Laura's Reading. Je ne sais pas s'il y a eu une réédition ou c'est la version poche peut-être qui est sortie. Mais bref, peu importe. Donc en français, c'est Au nom de nos sœurs. Et ma foi, c'était vraiment bien fait. C'est sûr que là, pour les thrillers, c'est plus difficile. C'est un thriller psychologique. Je vous ai déjà mis un petit peu en contexte. Et écoutez, c'est un bon thriller psychologique qui se passe à Long Island, dans un contexte des États-Unis assez d'actualité. Donc, éventuellement, au fur et à mesure de l'intrigue, ce qu'on va comprendre finalement, c'est que va poindre à travers les fameuses recherches de Nell par rapport à son père, la mort de son père, éventuellement peut-être la mort de sa mère, et puis éventuellement la mort de jeunes femmes récentes, et pour les morts pour lesquelles elle va devenir un peu en mode conseil pour la police locale. Ben, va surgir en fait la terrible ombre des dossiers Epstein. Donc, c'est pas Epstein, là, les noms ont été changés, mais c'est clairement ça. Donc, vraiment, on va sentir la présence de la prédation sexuelle sur des mineurs dans un système organisé impliquant des gens des hautes sphères politiques, ce qui est tout à fait probable, étant donné que c'est Long Island, et bon, on s'entend que c'était très huppé par moment. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça fait référence à une réalité qui est également d'actualité au Québec, mon Dieu. Non, ben oui, mais pas celle-là à laquelle je fais référence. Mais aux États-Unis aussi, qui est la réalité des travailleurs sans papier. Et particulièrement, ben là, dans ce cas-ci, on parle des personnes qui ont immigré du Mexique et qui vont travailler, souvent des femmes, malheureusement, dans des conditions pas super, dans une grande précarité, et qui vont ben, nécessairement être un petit peu plus vulnérables à ben, des recrutements de systèmes comme ça, justement, de prédation sexuelle ou de travail du sexe, à la limite, si c'est sur une base volontaire, mais dans ce cas-ci, on parle vraiment de prédation, donc vraiment, disons que les personnes ont plus ou moins le choix. Il y a plusieurs clins d'œil quand même à des références à des personnes politiques. Je pense qu'un des personnages, justement, qui est là, qui est présent, fait référence à un duo politique assez connu. Je vous en parlerai pas nécessairement pour pas vous divulgacher, mais je trouve que c'est super bien fait. Donc, malgré le fait qu'on ait des références concrètes comme ça, pas malgré, mais grâce au fait qu'on a des références comme ça nous permet vraiment de, malheureusement, faire en sorte que ça résonne en nous. C'est très, très frais avec tout ce qui sort ou qui sort pas en ce moment sur les dossiers Epstein. Ça nous met aussi dans une situation où on est à se demander comment ça se fait qu'il
il semble avoir un système de justice à deux vitesses, que la corruption est un peu partout. Évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas réservé aux États-Unis. Ici, on parle particulièrement des femmes travailleuses sans papier mexicaines, mais ça peut s'appliquer un peu partout au Canada. C'est le cas aussi pour des personnes immigrantes sans papier. Il y a aussi la réalité au Canada de la différence qu'il y a eu pendant très longtemps, puis qu'il y a encore potentiellement, malheureusement, dans la rapidité de résolution ou l'intensité de réaction adéquate lorsqu'il est question de disparition de femmes, particulièrement issues des Premières Nations et aussi de minorités ethniques. Donc, ça fait quand même réfléchir. Cela dit, c'est vraiment un thriller psychologique. Donc, même si ça, c'est là, je trouve que la mise en contexte est bien, elle est là. Elle est relativement en surface, mais pas trop pour qu'on ait l'impression que c'est juste un décor en carton-pâte. On s'ancre bien dans tout ça. Les personnages principaux sont bien approfondis. Les personnages secondaires sont rapidement dessinés, mais c'est correct pour un trailer. J'ai pas eu l'impression que je manquais quelque chose. C'est vraiment intéressant. L'écriture est efficace. Et la structure est vraiment bien pensée, je trouve. C'est assez classique, c'est pas révolutionnaire, on n'est pas dans l'originalité, mais ça fonctionne. C'est vraiment prenant. J'ai commencé à l'écouter, je pense, les 45 premières minutes. Puis j'étais comme. Je faisais n'importe quoi pour juste écouter d'autres petits bouts. Donc, c'est bien fait. C'est pas que l'écriture est sensationnelle, mais l'habileté de construction littéraire, je trouve qu'elle est là. Vraiment, le rythme est bon. Les montées de tension sont là. Tous les ressorts assez typiques au thriller psychologique sont présents. Donc, ça fonctionne. On n'a pas. Si on a des fois j'ai pu avoir l'impression que c'était relativement, ben pas prévisible, mais comme je dis, c'est pas nécessairement original. Mais en même temps, c'est pas prévisible au point qu'on trouve ça vraiment désagréable puis qu'on trouve pas ça intéressant. Je trouve que c'est vraiment assez prenant. De ce que j'ai compris, c'est que c'est un one-shot, donc c'est vraiment un tome unique. J'ai vu qu'elle a écrit, je crois, 2 autres livres. Puis je crois encore une fois que c'est toujours des situations. Je crois qu'elle aime bien, il semble bien, et qu'elle aime écrire dans des milieux particuliers. Je pense qu'il y en a un qui se passe dans le milieu du droit. De l'autre, je pense que c'est dans le milieu des finances, je ne sais pas trop ça. Donc, tu sais, j'imagine que c'est un petit peu peut-être sa formule. Puis, à date, c'est pas des séries, c'est vraiment des tomes uniques. Donc, si jamais vous voulez, Christina Alger, c'est vraiment satisfaisant. Je ne sais pas si ça va me rester longtemps, mais suffisamment pour me dire que si jamais je vois un autre de ces livres, bon, que je l'achèterais, je pense pas, mais oui, je le prendrais potentiellement en livre audio. D'ailleurs, la narratrice, je vais vous la mettre, le nom de la narratrice, c'était excellent. Je crois qu'ils ont pris une narratrice qui a des origines latino-américaines, je pense, peut-être que je me trompe, mais ça donnait vraiment quelque chose d'intéressant, je trouve. Le personnage principal également, comme vous savez, c'est un personnage métissé, donc un peu de représentation, ça fait pas de tort, n'est-ce pas? Donc, elle a un papa irlandais et une maman mexicaine. Et c'est tellement abordé comme de façon naturelle, sans que ce soit souligné à grands traits, là, style on est donc bien heureux, on fait une danse de la joie d'avoir osé être représentatif. Et je trouve ça super bien fait. Et si jamais ça vous dit, c'est comme je vous dis, c'est pas un coup de cœur, mais c'est une excellente lecture. J'ai passé un moment bien enlevant. C'est le côté sordide de tout ça est plus évoqué que décrit. Donc, c'est pour quelqu'un, disons, qui n'est pas super à l'aise avec les sujets que j'ai abordés, on passe pas de temps dans la description. On comprend que c'est là, c'est vraiment plus, dans le fond, on a le rythme d'une enquête où on va identifier certains points. Il va y avoir certains témoignages, entre guillemets, donc on va en apprendre un peu plus, mais on n'est vraiment pas dans le détail. Donc, si jamais pour vous, c'est quelque chose qui est problématique, ces genres de sujets-là, sachez que c'est possible, je crois, en tout cas, vous pouvez vous essayer, de se lancer dans la lecture, puis de quand même pouvoir en profiter parce que vraiment, on voit que l'accent n'est pas mis sur le côté sordide de tout ça. On laisse le lecteur être outré puis réagir par rapport à la situation sans nécessairement lui assonner tous les détails de l'horreur de tout ça. Et ça ne fait pas en sorte que ça diminue le côté horrible de la situation. Donc, je trouve ça vraiment bien balancé. Donc, écoutez, c'était vraiment spontané. J'ai vu Laura's Readings en parler. J'ai tout de suite vu qu'il était disponible à ma bibliothèque en livre audio en langue originale. Je l'ai lu, c'est enchaîné. Donc, c'est le fun des fois aussi, juste d'y aller spontanément. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer, parce que là, dans le fond, je voulais terminer L'espace d'un printemps d'Hugo Léger.
dont je vous ai parlé. Puis finalement, je l'ai mis en pause parce que j'ai commencé le livre audio. Puis là, j'étais tellement prise dans le livre audio. Je me disais que j'allais pouvoir lire les deux en même temps, mais j'étais tellement prise dans le livre audio que finalement, j'ai pas lu L'espace d'un printemps, alors que c'est un livre que j'ai vraiment envie de lire. Donc, je vais vous tenir au courant pour ça. Et sinon, j'ai une petite... je ne sais pas si on a mon adresse dessus. Oui. J'ai une petite réception livresque, donc une précommande ici qu'on voit de chez Indigo, qui est un livre que je ne savais même pas qu'elle allait arriver. Je suis super contente, donc on va ouvrir ça ensemble. Yeah. Alors voilà, c'est donc le tome 4 de la série Lightfall de Tim Probert. Donc Lightfall, le tome 4, A Place Between. De Tim Probert, c'est publié chez... Ici, c'est publié chez Harper Alley. Oui, Harper Alley. Et voilà, donc le 4e tome. Puis là, juste pour vous montrer, pour vous dire à quel point je suis une fan de la série, j'ai tous ces autres tomes. Cette série-là, je la trouve extraordinaire. C'est du fantasy qui propose une quête entre un duo un peu improbable mais savoureux. Donc je me souviens plus c'est quoi le nom? Cad? C'est tout ça? Oui, donc Cad, qui est la dernière personne de cette race-là de créatures sur Terre, et Béa, qui est la jeune fille ici, qui est une héroïne, anti-héroïne, parce que c'est une héroïne qui vit avec l'anxiété. Donc, pendant tout le long, autant elle va vouloir faire les quêtes, parce qu'au départ, ça part de loin, là, ça part d'une quête qui vit avec son grand-père, la disparition de son grand-père. Autant elle va vouloir faire des quêtes, mais elle a quand même ses crises d'anxiété qui arrivent, puis elle sait pas trop, puis dans le fond, on va apprendre avec elle comment essayer de gérer ça. Puis ce qui est le fun, c'est que ça disparaît pas au cours des tomes. C'est pas quelque chose qui, soudainement, par magie, disparaît, puis là, elle devient comme une aventurière, puis elle n'a plus peur de rien. Et c'est vraiment beaucoup plus réaliste par rapport à des gens qui vivent avec l'anxiété. C'est-à-dire qu'on apprend à jongler avec, mais pas nécessairement à jongler sans. On va pas nécessairement vivre sans, mais on va jongler avec. Donc, j'ai vraiment hâte de le lire. Je pense qu'il sort en traduction française bientôt aussi. Je me semble que c'est peut-être pas simultané, mais c'est bientôt. Et la dernière fois, quand j'avais précommandé aussi le 3e tome, The Dark Times. Et je n'avais pas pris le temps de relire les 2 autres tomes. Et là, je pense que quand je vais lire le 4e, je vais vraiment me refaire la série parce que c'est correct, on peut quand même comprendre, mais il y a vraiment une évolution assez importante au fil de tous les tomes. Donc, je pense que ce serait peut-être mieux que je relise les 3 avant pour juste plus en profiter. Donc, voilà. Alors, c'était ma super réception du jour. Vraiment contente. Et là, finalement, même si il est tard, là, je les ai pris plus à l'heure standard du lundi, donc fin d'après-midi. Même si c'est tard, je vais faire écouter un peu de BookTube, je pense. J'avais fait les copies, les illustrations pour faire un peu mon journal de lecture, mon carnet de lecture analogique, là, mon carnet physique qui est là. Mais je ne sais pas si je vais en faire aujourd'hui. Je ne sais pas. Je vais voir. Mais bref, au moins, je vous ai parlé de ma lecture. Et là, avec l'espace d'un printemps, c'est sûr que c'est un livre que j'ai en numérique, puis c'est un livre que je veux lire soit en numérique ou en papier, mais pas en version lecture d'accompagnement parce que c'est des vers libres, puis je suis pas sûre que ça va vraiment bien sortir. Et donc là, en ce moment, j'ai peut-être une nouvelle lecture audio en tête parce que j'ai vu qu'il y avait un inédit qui était paru, un court inédit, un genre de... Je pense que c'est un peu une novella là, qui a été faite à 4 mains, donc entre Eva Biog à guise de tir et Jérôme Loubry. Jérôme Loubry que j'ai jamais découvert, donc j'aimerais peut-être voir ça. Ça s'appelle, je crois, Exil quelque chose. Exil, je vais vous mettre la vignette. Puis là, j'ai vu qu'il était disponible sur Nextory, donc comme j'ai mon abonnement, puis c'est pas très long, je pense que c'est comme 4 heures ou 4 heures et demie. Peut-être que je pourrais faire ça comme livre audio, puis par contre, continuer l'espace d'un printemps. Je vais voir, je vais vous en parler dès que ce sera décidé. Alors, à bientôt. Bonjour vous autres. Alors, on est le mardi 8 avril? 8 avril? 7 avril. Et fin de journée, comme vous pouvez voir, coton été, soirée et tout ça et tout ça. Et dans l'attente de ce qui potentiellement pouvait débouler d'ici 20 heures aujourd'hui dans le monde grâce à ce cher et terrible voisin du Sud
même si là, on dirait que les pourparlers font en sorte que... Ben, les pourparlers, en tout cas, je ne sais plus trop si on peut se fier, mais même si ça semble que le pire pourrait potentiellement être évité pour 2 autres semaines. Bref, me voici à venir vous jaser un peu de ce que j'ai lu. J'ai vraiment eu de la misère à choisir. Après ma première lecture du vlog, je me suis lancée tout de suite dans le fameux Exil islandais de Eva Björg Eigisdottir et de Jérôme Loubry, qui va être publié en fait aux éditions Point et qui était disponible en format audio chez Cascade. Et je me suis lancée là-dedans. C'était un court roman, comme je vous disais, et c'est vraiment un roman qui se passe en fait en Islande et qui met de l'avant un roman qui est de 2 points de vue. Donc, on a vraiment le point de vue d'une personne qui est une politicienne qui s'appelle Vera, qui habite en Islande, et un policier français qui va être muté en Islande parce qu'il s'est comporté de façon violente avec quelqu'un qui a arrêté, mais qui était quelqu'un qui, en fait, était en train en fait, qui avait abusé et qui était un proxénète violent par rapport à des femmes. Puis, bon, le policier a perdu le contrôle, puis l'a tabassé, ce qui est jamais acceptable, mais bon, enfin. Donc, la police, ben, son gestionnaire dit, ben là, tu vas t'en aller en Islande pour 2 mois, j'ai pas le choix, il faut au moins que je te mette ailleurs que là. Puis après ça, il va falloir que tu passes devant le juge comme n'importe quelle personne, même si la personne que t'as tabassé, c'est quelqu'un qui a fait des choses horribles, mais c'est ça, c'est la loi. Donc, on va retrouver les deux. Et le policier, comme il arrive en Islande, il va s'être passé en fait une mort suspecte, c'est-à-dire une journaliste française qui avait été invitée à une espèce d'événement caritatif à l'ambassade où il y avait la fameuse Vera et qui a comme un peu abordé Vera en disant je me souviens de Lyon, puis vous allez voir, je vais sortir un article, puis si vous ne voulez pas passer votre version des faits, vous allez le regretter. Bon, blablabla. Et cette journaliste-là meurt d'un choc anaphylactique pendant cet événement-là. Donc, le policier va arriver dans cette espèce de ce contexte-là, un peu particulier. Et bien, dans le fond, on va suivre à la fois le point de vue de Vera, qui est comme le point de vue de l'intérieur, parce qu'évidemment, elle, ça la concernait directement parce que la journaliste l'interpellait elle-même sur quelque chose qui semblait faire partie de son passé. Et le policier, ben, lui, vient de l'extérieur, donc il ne connaît pas nécessairement les us et coutumes de l'Islande. Il ne connaît pas non plus comment ça fonctionne absolument pour la police non plus et tout ça. Voilà. Et on va avoir aussi une espèce de troisième personnage qui est comme un acolyte du policier qui est l'inspecteur islandais qui s'appelle Vincent, je pense. Puis c'est lui qui est assigné dans le fond à l'ambassade. C'est un jeune inspecteur, mais au niveau du grade, ça demeure le policier français qui a un grade plus élevé. Et en plus, c'est une ressortissante française qui est décédée. Donc, enquête assez standard, mais super courte parce que ça fait à peu près 180 pages. Puis ça s'est lu en même pas 4 heures. Et j'ai pas vraiment aimé ça. Donc, j'ai jamais lu de Jérôme Loubry. J'ai lu du Eva Björg Eigisdottir. J'ai aimé, mais pas systématiquement aimé. Et bien, les livres à 4 mains, des fois, ça peut super bien se passer. Puis dans ce cas-ci, j'étais pas sûre, mais pour moi, ça s'est pas vraiment bien passé parce que pour moi, c'est resté 2 parties distinctes. Peut-être que si j'avais lu le contexte d'écriture, puis là, je vous le dis comme ça, si jamais vous voulez lire, peut-être que pour vous, ça va avoir faire une différence. C'est qu'en fait, c'est un court roman qui a été coécrit par les deux, l'autrice et l'auteur, dans le cadre des Quais du Polar 2026, donc qui viennent tout juste de se terminer. Et donc, c'était une collaboration, un genre de commande, une collaboration volontaire, mais comme demandée. Et c'était dans le but d'essayer évidemment de faire un roman policier, bien entendu, à 4 mains, mais d'essayer de en faire apprendre un peu plus aux lecteurs sur les 2 pays impliqués, donc sur l'Islande et la France. Bon, c'était un gros mandat pour un petit livre. Et j'ai vraiment eu l'impression que je ressentais la formule, je ressentais que c'était à 4 mains. Les personnages islandais, j'ai moins cru. Vera, j'étais comme moins attachée. Puis c'est sûr que ce que j'ai connu d'Eva Björg Eigisdottir, c'était quand même un rythme qui était un petit peu plus lent. Donc, le temps qu'on arrive, ben non, il y avait de l'action, mais je veux dire,
on apprenait quand même à bien approfondir les personnages. Puis je sais pas si c'est juste la formule, puis comme il y avait vraiment pas beaucoup de pages, puis dans le fond, comment ils ont fonctionné, c'est qu'ils ont écrit chacun un chapitre. Puis les chapitres étaient en lien avec les personnages, puis l'alternance des points de vue. Donc peut-être que c'est ça qui a fait qu'Eva Björk et Guise de tir, ça c'est peut-être, on dirait que peut-être c'est comme si ça n'a pas eu le temps de prendre son envol. Après, bon, c'est sûr qu'il y a quand même des choses qui vont se passer. Son personnage a un passé, puis c'est grâce au passé qu'on va finir par comprendre qu'est-ce qui peut bien s'être déroulé dans cette situation-là, qu'est-ce qui peut relier tous les points ensemble. Mais c'est quelque chose qu'on perçoit, c'est relativement prévisible. Puis j'ai l'impression que c'est pas prévisible parce que les deux auteurs, chacun de leur côté, sont des auteurs prévisibles, mais bien parce que dans cette formule-là, il fallait qu'elle soit courte, il fallait qu'elle soit à quatre mains. On dirait que sont allés dans une structure qui était relativement traditionnelle puis quelque chose de relativement prévisible. C'était pas mauvais, mais moi, en tout cas, je me suis pas laissée emporter. J'ai trop senti la machine, j'ai trop senti la mécanique. Le personnage du policier français était quand même un peu typique dans le sens où, tu sais, c'est une espèce de policier un peu mal dégrossi, qui semble avoir quand même un beau grand cœur parce que malheureusement, ça l'a mis dans le pétrin parce qu'il a fait des actions qui sont pas correctes. Puis là-dessus, par contre, c'est un policier qui assume, ben, il n'est pas content du fait qu'il est exclu, mais il sait qu'il va passer devant le juge, puis il sait que c'est pas censé arriver non plus. Fait que ça c'est pas de la banalisation de la violence policière du tout. Mais je trouvais quand même que c'était un peu cliché. Puis, tu sais, pour les Français, on y apporte des croissants, puis genre. Puis pour les. Je sais pas. Ça l'a pas fait pour moi. Je l'ai écouté. Je l'ai écouté du bout des oreilles. Puis je pense que si je l'avais lu, je l'aurais lu du bout des yeux. Puis ça me donne pas totalement envie de découvrir Jérôme Loubry, mais c'est sans doute pas typique. Fait que je vais peut-être essayer de lire quand même un Jérôme Loubry un jour. D'ailleurs, si jamais vous lisez Jérôme Loubry puis ça vous tente de me donner un titre par lequel je pourrais commencer, je serais super intéressée. Eva Björk et Guise de tir, ça dépend vraiment. Je pense pas que c'était un endroit où elle a pu se déployer particulièrement. Donc, écoutez, c'est un concept. Ils ont essayé de le faire. C'est le fun qui a fait ça quand même pour l'équipe du polar. Puis c'est quand même un roman policier. Puis ça se tient. C'est juste c'est comme un peu une novella, mais à quatre mains sur deux pays qui avaient un gros mandat bien lourd. Puis je pense que ça a peut-être juste fait en sorte que les choses se sont accélérées un peu trop. On a trop voulu rentrer ça dans les cases. Puis pour moi, ça n'a pas permis à aucune des deux écritures de se déployer. Donc, très mitigé pour cette lecture-là. Sinon, après ça, je ne savais plus quoi lire parce que j'étais comme un peu déçue de ma lecture. Puis là, je me suis dit, je vais continuer les livres audio. Là, je me suis dit, je pourrais passer à genre du jeunesse un peu. Il y avait une lecture que je voulais commencer depuis longtemps qui était, parce qu'il y a un deuxième tome en plus qui est sorti récemment, donc ça s'intitule Les mystères de Byton Cove. C'est de Laetitia Sivy, je pense. Et, ben écoutez, je me suis dit, bon, ça va, ça se passe aux États-Unis, dans une espèce de. C'est un peu ça se passe dans une école, pardon. C'est pas j'ai juste Dark Academia, mais c'est pas vraiment ça. Mais il y a aussi le fait qu'on rend un petit peu le côté dans une ville des États-Unis, un petit peu le principe de chasse aux sorcières, puis les luttes à l'intérieur de l'école. Puis. Mais là, je l'ai commencé. Puis là, ça m'a vraiment. C'est pas une autrice américaine, donc on était tout de suite comme un peu dans les clichés par rapport aux États-Unis. Puis j'étais là, oh mon Dieu, j'ai pas le goût de m'embarquer là-dedans. C'est peut-être bien écrit pour la suite des choses, mais j'avais pas envie d'avoir ce genre d'approche-là. C'est plate parce que j'avais vraiment envie de découvrir ce livre-là, mais j'avais pas complètement réalisé ce qui se passait aux États-Unis. Ça s'était passé n'importe où ailleurs, même en Angleterre, je pense que ça aurait été moins impressionnant le clash, mais là, en tant que personne qui habite en Amérique du Nord, j'étais comme, oh mon Dieu, tous les clichés étaient quand même là. Puis c'est pas parce que c'est du young adult que pour moi c'est une excuse pour pas éviter ça. Donc ça m'a un petit peu fatiguée, mais en même temps, bon, j'aurais quand même aimé ça savoir, est-ce qu'un jour je vais peut-être le relire peut-être plus en livre numérique pour voir, mais là en tout cas l'écriture m'a vraiment dérangée, c'est pas une mauvaise écriture, c'est juste l'écriture de quelqu'un qui habite pas aux États-Unis, je pense, puis qui a une vision un peu. Peut-être que je me trompe, peut-être que Laetitia Séville habite aux États-Unis, mais en tout cas, sinon c'est la traduction, mais j'ai pas vu que c'est traduit, fait que je sais pas, c'est juste que ça donne l'impression quand on lit que c'est l'écriture de quelqu'un qui aime vraiment beaucoup ce lieu-là, mais qui n'est pas familier avec ce lieu-là, puis qui s'enferme quand même un petit peu dans des idées préconçues. Donc, je l'ai arrêté rapidement. Après ça, je me suis dit, ben je vais lire May Lepage, qui est une autrice qui est
en montée fulgurante en France et qui, dans le fond, propose un thriller qui se passe à, je me souviens plus c'est quoi, il me semble que c'est une policière parisienne qu'il faut qu'elle revienne, un classique, là, dans son patelin, où elle a visiblement vécu des choses très difficiles. Puis l'autrice, en fait, Maï Lepage, c'est une policière. Puis elle écrit ça, en fait, quand elle travaille pas. Donc, c'est vraiment intéressant comme concept. Je l'avais vu en entrevue, elle avait vraiment intéressante. Ici, au Québec, ce qui est intéressant, c'est que ça a été édité aux éditions Saint-Jean Éditeur et ils ont revu l'écriture. Donc, ça veut dire qu'ils ont adapté potentiellement peut-être une certaine forme d'écriture pour que ce soit plus gérable, en fait, pour le Québec. Donc ça, je trouvais ça intéressant comme idée, parce que des fois, c'est ce qu'il va faire. Voyez-vous, la preuve, Laetitia Sylvie, si ça avait été fait, peut-être que j'aurais pu s'embarquer. Puis là, je parle pas de mettre des sacres ou... C'est pas ça. C'est juste que des fois, quand c'est trop franchouillard dans un contexte où ça ne devrait pas l'être, c'est fatigant. Là, dans ce cas-ci, ça se passe en France, fait que c'est correct. Mais je sais pas qu'est-ce que vous faites comme adaptation, mais j'imagine que c'est plus par rapport au vocabulaire, peut-être qu'il y a un peu moins d'argot, peut-être, ou je sais pas trop. Bref, j'ai commencé ça. Mais là, c'est pas que c'est pas bien écrit. Au contraire, c'est hyper bien écrit. Genre, vraiment, sa plume est surprenante et comme presque poétique. Mais c'était tellement dur. Ça commence par des scènes de torture. Puis là, j'étais là, oh mon Dieu, je me sens pas capable de lire ça. Donc là, c'est rare, mais en audio, c'est parce que c'est pire quand j'écoute ça en livre audio. Fait que j'étais là, oh non, j'ai encore abandonné un autre livre. Heureusement, c'est toujours avec la bibliothèque ou par la plateforme Nextory. Et finalement, je me suis rabattue sur une valeur sûre, c'est-à-dire j'ai décidé d'emprunter le seul Pierre Georges Pulixi que j'ai pas encore lu avant que le prochain paraisse, qui, je crois que c'est en mai ou en juin en France, fait que ce sera pas tout de suite, ça risque d'être à l'automne, mais je suis pas sûre que je vais résister, ça se peut que je me le fasse venir, je vais voir. Non, c'est vrai, parce que j'ai dit que j'ai prenais juste en format poche. Bref, j'ai emprunté le plus récent disponible, qui est sorti chez Totem, et j'ai nommé Stella de Pierre Georges Pulixi. Donc, qui est le tome 5, je pense, de sa série, avec Mara et Eva. Et ça se déroule toujours sur l'île de Cagliari. Et il y a aussi Vito Strega, qui est un des personnages, qui est un vice-questeur, qui apparaît dans plusieurs des tomes, en fait, parce que, tu sais, vous vous souvenez, Polixi, ça a été publié, mais pas dans l'ordre vraiment chronologique. Et le Chant des Innocents, c'est un préquel, puis ça nous explique un peu plus l'histoire de Vito Strega. Et dans celui-là, dans le fond, on est dans une histoire où il y a une espèce d'unité spéciale pour les crimes de type serial killer, donc de type des crimes en série, qui va avoir été créé, entre autres par Vito Strega, en collaboration avec Eva et Mara. Donc Eva Croce puis Mara Raïs, je pense, qui sont deux policières qu'on a suivies à travers une bonne partie des livres. Mara, c'est une native de Cagliari, et Eva, elle vient pas de Cagliari. Il me semble que c'est une Irlandaise. Il me semble que c'est ça. Je me souviens pas. Elle a des origines irlandaises. En tout cas, elle est kid. Mais il me semble qu'elle a des origines irlandaises ou écossaises. Je me souviens plus. Mais en tout cas, elle ne pas trop, mais elle apprend quand même la langue et tout ça. Puis elle avait été immutée là pour différentes raisons dont je ne vous parlerai pas pour ne pas vous divulgacher. Et on en apprend un peu plus sur elle dans le premier que j'ai lu, qui est L'île des âmes, il me semble. Oui, c'est ça. Bref, on a suivi ces deux-là et on les retrouve de nouveau. Elles vont être impliquées dans élucider, en fait, la mort affreuse d'une jeune fille qui s'appelle Marie-Stella. Marie-Stella quelque chose, qui est une native du coin et qui avait 17 ans quand elle est décédée. Et elle n'est pas non seulement décédée, mais elle a vraiment été comme... comment on pourrait dire? J'ai pas le mot. Outrage à un cadavre, entre guillemets. Là. Donc, il y a vraiment eu des désacralisations de son corps et tout ça, puis c'est vraiment affreux. Et les filles vont se retrouver là-dedans. En parallèle, on va retrouver aussi Vito Strega, qui techniquement est à la tête de cette unité-là, mais qui, en ce moment, vit des choses personnelles particulièrement difficiles au niveau de sa santé. Et je ne sais pas comment ça va se déployer, mais écoutez, je l'ai écouté en lecture d'accompagnement. C'est pour vous dire à quel point j'étais motivée. Puis, Pierre-Georges Pulixi écrit tellement bien que même en lecture d'accompagnement, je suis vraiment prise. La preuve, j'ai déjà lu presque le quart. Et puis, je suis déjà prise dans l'histoire. Je suis contente de retrouver les personnages. Je suis pas trop perdue non plus. Il y a des petites références quand même au dernier tome, mais il ne divulgage pas trop de choses quand même. Cela dit, je vous conseille vivement des lire dans l'ordre parce qu'il y a vraiment
une évolution des personnages et des relations entre les personnages qui est importante. Donc, c'est un peu dommage. Ce serait un peu dommage de vous priver de cette évolution-là si vous ne les lisez pas dans l'ordre. Ben dans l'ordre de parution, en tout cas, parce que techniquement, chronologiquement, c'est pas vraiment ça, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Alors voilà, donc pour Stella. Donc, c'est ma lecture en cours. Après, ben, je sais pas ce que je vais faire après ça. Est-ce que... Ah oui, j'ai toujours mon autre lecture qui est L'espace d'un printemps. Puis là, ben, je me suis encore mis une lecture qui est super prenante. Mais c'est sûr que L'espace d'un printemps, c'est pas très long. Je vais vous le lire. Je le lis, puis je vais vous en parler aussi dans ce vlog-ci. Donc, je vous oublie pas. C'est juste que là, j'étais comme partie sur une lire de ça, de policier. Puis, ben, L'espace d'un printemps, je veux absolument le lire. C'est vraiment bien écrit. Mais ce rythme un peu plus contemplatif, en tout cas pour le début. Puis on dirait que j'avais quand même besoin de quelque chose pour me vraiment captiver mon attention pour que ce soit ailleurs que sur l'actualité mondiale. Et puis, ben là, je me suis lancée dans du Poulexi. Mais voilà, donc c'est ce que j'avais à vous dire. Après, je pense pas que je vais faire des loisirs créatifs ce soir. J'aurais pu. Mon copain est allé se changer les idées un petit peu lui aussi. Mais je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire. Mais je vais vous revenir quand je peux de toute façon. Alors voilà, c'était mon topo post-Pâques. Ça va être encore une fois un peu un drôle de vlog, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Mes semaines sont un petit peu étranges. Là, au niveau boulot, c'est pas calmé, mais c'est quand même assez rushant, mais c'est pas autant intense que dans les 3 dernières semaines, donc je devrais être capable de retrouver un peu de plus en plus de disponibilité de mentale pour justement faire autre chose, pas juste lire pour fuir ou lire pour profiter ou lire pour rêver, mais aussi faire d'autres activités connexes. Donc, ben voilà, on s'en prend quand je peux. Megan Bannon, donc avec la balade funèbre de Heart and Mercy, la balade fabuleuse de Twyla et Hank, le consentement le plus sexy que j'ai lu dans ce livre. Bonjour vous autres. Alors, on est le mercredi 8 avril et comme vous pouvez le voir, mon chat vient vous dire bonjour. Je mets par le bon côté. Par contre, ce serait plus fun avec la tête, hein, n'est-ce pas? Donc, je vous prends après la journée de télétravail est allée courir et ma poursuite, en fait, je dévore complètement le fameux Stella de Pier Giorgio Puglisi. C'est excellent. En plus, je dévore en lecture d'accompagnement parce que j'ai pas pu tant me poser depuis le début pour le lire en numérique. Donc, comme je vous l'expliquais, j'arrive à être autant happée par la richesse de l'écriture, par la justesse des portraits des personnages qui sont faits, malgré que c'est lu par une voix de synthèse. Donc, c'est pour vous imaginer s'il y avait une version audio. Il y a eu juste un tome qui a été fait en version audio et c'est très triste. Il me semble que, je ne sais pas si dans mon auditoire, il y a potentiellement des studios de livres audio, mais ça serait chouette. La série complète de Mara et Eva avec Vito Strega. Mon Dieu, ça y est, j'ai un blanc. Bref, cette série-là, ça serait vraiment un boss. Mais bon, avant que ça arrive, sachez que l'écriture est toujours aussi géniale. Je vais juste vous montrer rapidement parce que finalement, hier, au boulot, on m'a apporté un livre que j'avais réservé. J'étais super contente de l'avoir. Et je ne sais pas si c'est le deuxième et dernier tome, mais je pense que non. Donc, c'est le deuxième tome d'une série de bandes dessinées jeunesse préado, disons, assez remuante. Puis que si vous ne connaissez pas encore, il faut absolument que vous découvriez. Donc, c'est le deuxième tome de la série Mimouche. Mimouche de Véro Cazot et Carole Morel. C'est publié chez Dupuis. Et donc, ça, c'est le deuxième tome de la série. Je vais vous montrer peut-être quelques illustrations. En fait, quelques planches. Et peut-être, j'essaie de voir si je peux avoir d'autres genres de compositions. C'est quand même assez standard comme composition, par contre. Voilà. Et je voulais la 4e de couverture. Elle est minuscule, chétive, surprotégée et elle a peur de son ombre. Tous les atouts pour devenir une grande boxeuse. Jusqu'à 11 ans, Colette a vécu dans l'ombre de sa sœur Lison, la plus belle et la plus brillante des 2 jumelles. Et puis, Lison est morte dans un accident de voiture et Colette a cessé de grandir. Pendant 3 ans,
Colette s'est acharnée à continuer la danse classique où sa sœur excellait, sans grand talent ni grande conviction, et sous les moqueries de son ombre. Jusqu'au jour où le destin l'amène dans une salle de boxe et c'est la révélation et le début des ennuis. Coachée par son ombre, l'adolescente va devoir se battre pour gagner le droit de boxer. Alors, juste montrer la quatrième de couverture, c'est ça ici, son ombre ici qu'on voit. Et je me suis permis de vous lire la quatrième de couverture parce qu'elle est vraiment bien faite, parce que ça fait un bon sommaire de la première partie de la BD et ça ne divulgage pas non plus le contenu. Sachez qu'au cœur du combat de cette jeune fille-là, il y a une gestion du deuil, une gestion familiale du deuil. Et là-dedans, il va impliquer ça va impliquer aussi sa relation avec sa mère, donc, qui elle-même était impliquée dans l'accident avec toute la famille et qui, en plus d'avoir perdu une de ses filles, a aussi perdu un de ses bras et qui va avoir été celle qui contribue à mettre de la pression directe ou non, directe sur Colette concernant le fait que, c'est terrible à dire, mais qu'elle aurait dû aimer ça que ce soit Colette qui meurt et non pas Lison. Donc, vous voyez un peu le contexte. Et c'est super bien fait, c'est bien dosé. Je sais pas comment je peux décrire ça, mais il y a un bon niveau d'introspection, d'émotivité, mais aussi un bon rythme quand même sur l'évolution de l'action, l'évolution des prises de conscience de la jeune fille à niveau d'une jeune fille quand même de son âge, mais une jeune fille de son âge qui a vécu quelque chose de terrible. Donc, à ce moment-là, évidemment, qu'on vieillit un peu plus vite pour certaines choses. Et c'est ça. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome, puis je me disais qu'il fallait absolument que je lise le deuxième. Puis, ben, dans le fond, je l'avais vu passer sur BookTube, puis je ne savais pas qu'il était déjà arrivé au Québec. Je m'excuse, mais j'ai vraiment un chat fatigant ce matin. Pas ce matin, mais en fin d'après-midi. Elle veut vraiment que je m'occupe d'elle absolument. Donc, je vais essayer de le faire discrètement, comme ça, ici. Donc, je voulais absolument l'avoir. Et ben voilà, on l'avait au boulot. Donc, je vais vous en parler dès que je l'ai lu. C'est sûr que la priorité pour le moment, c'est évidemment de terminer Stella parce que c'est trop bon. Et de lire L'espace d'un printemps, que je trouve vraiment intéressant. Et puis après ça, on verra où je vais être rendue dans le vlog. Puis ça se peut que ce soit dans le prochain vlog que je lise Mimouche. De toute façon, j'ai quand même pas mal de BD romans graphiques que j'ai rapporté à la bibliothèque, l'autre bibliothèque à laquelle je suis abonnée, la fin de semaine passée. Donc, peut-être qu'en fin de semaine, je pourrais me faire un petit blitz de ces lectures-là. Peut-être. On pourrait peut-être se taper une genre de fin de semaine tout en bulle. Donc, ben voilà. Écoutez, je vois bien dès que j'ai d'autres nouvelles, mais je voulais juste faire un petit coucou pour vous montrer ça. En même temps, si jamais ça vous donne envie de découvrir la série, ce serait vraiment chouette. Au Québec, les 2 tomes sont sortis. En France, ça fait déjà un bon moment. Puis comme je vous dis, c'est pas écrit histoire complète en 2 tomes, donc j'en déduis qu'il va y avoir une suite. Donc, ben voilà. Alors, à tantôt! Je suis arrivée à la moitié, je n'accroche pas, j'arrive pas à m'imprégner de l'histoire parce que j'ai une impression déjà lu avec L'espace d'un an. Je suis désolée. Désolée à tous ceux qui m'ont dit c'est un coup de cœur. Et bonjour vous autres. Alors, on est le jeudi 9 avril, je pense. Pause repas. Je suis allée prendre une mini-marche. Puis là, je me suis dit que j'allais vous parler, mais il y a tellement de vent que je pense qu'il va falloir que je fasse ça à l'arrêt en espérant que le son soit pas trop mauvais. Et que les jeunes qui jouent pas trop loin arrêtent de m'invectiver, parce que ça a l'air que je suis une vieille madame à la retraite. C'est ça que j'ai de me faire dire. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, je ne parle pas à la retraite. Je suis peut-être plus vieille qu'eux autres, mais bref, joie. Je voulais vous parler parce que j'ai terminé finalement le fameux Stella de Pier Giorgio Puglisi. Et c'est encore une fois un coup de cœur. J'ai jamais eu aucune ratée avec cet auteur-là. C'est sûr que je vais pouvoir moins vous parler du détail de l'intrigue encore une fois. À part le fait, comme je vous ai déjà mentionné, que c'est une écriture dont la qualité se vérifie à chaque tome. Les personnages continuent à se développer en s'approfondissant. Le fil rouge qui les lie entre eux, ou qui lie les personnages à leur passé, ou qui lie l'évolution des personnages d'un tome à l'autre, est de plus en plus important.
en fait, ce qui est intéressant dans ce tome-là, j'essaie de juste m'assurer de ne pas vous divulgacher rien, mais c'est que même que la fin du roman est une fin qui se termine en suspens, et c'est pas en suspens en relation avec l'enquête en tant que telle, mais bien avec une partie des fils rouges qui appartiennent aux personnages et qui, comme je vous disais, s'étayent d'un tome à l'autre. Donc, j'ai terminé en suspension. Une chance que j'ai vu que le prochain tome paraît sous peu en France, en grand format, mais je pense qu'il est déjà disponible en format numérique, donc il n'est pas encore disponible à ma bibliothèque, mais sans doute que sous peu, ça va être ajouté éventuellement aux bibliothèques. Puis je pense que cette fois-ci, c'est rare, mais je pense pas que je vais être capable d'attendre, en espérant qu'il n'y ait pas une autre fin comme ça, complètement intense par rapport aux personnages récurrents qui me laissent complètement en suspens, en désespoir, en me ronger les ongles. Surtout que cette fois-ci, ça concerne un des personnages que je nommerai pas parce que je ne vais pas vous divulgacher, mais ça concerne un des personnages, puis ça concerne une thématique assez particulière. C'est-à-dire que dans ce tome-ci, c'est déjà abordé un peu à travers les derniers tomes, mais il y a quand même un traumavertissement, entre guillemets, là, pas traumavertissement, mais donc c'est un sujet sensible peut-être pour certains, qui est en lien avec la santé mentale. Et surtout le tabou autour de la santé mentale et le tabou autour de la santé mentale au sein d'institutions qui sont considérées comme infaillibles. Je vais dire ça comme ça. Donc, c'est déjà pas évident vivre avec une santé mentale peut-être plus vulnérable que d'autres. Et quand, en plus, on est obligé d'évoluer au sein d'une institution ou d'une société qui considère que c'est pas un sujet abordable, qui même considère que ça peut avoir un impact sur la capacité de jugement d'une personne, ce qui n'est pas faux dans l'absolu, mais je veux dire, il y a des traitements, il y a des choses qui existent quand même pour faire en sorte que, malgré que la santé mentale ne détermine pas à la fois l'identité de la personne ni la suite de sa vie ou de sa carrière, sauf dans certains cas, j'imagine. Donc, bref, voilà. Donc, voyez-vous, c'est un sujet qui est quand même assez chaud. C'est que j'ai trouvé ça intéressant, audacieux, d'autant plus que c'est associé à des personnages qui sont là-dedans, des personnages principaux, comme je vous dis, qui représentent pour la société quand même des gens qui trébuchent jamais, des gens qui... Bien, on sait tous que c'est pas vrai, là, mais tu sais, des gens en qui on a vraiment l'impression qu'il faut qu'on puisse se fier à 200%. Et c'est intéressant, je trouve, que ce soit abordé. C'est en même temps... ça sort aussi des sentiers battus concernant la personne qui est affectée. C'est-à-dire qu'on sort aussi des clichés du genre des personnes affectées. Je vais dire ça comme ça. C'est sûr que c'est un peu mystérieux pour vous, mais c'est parce que sinon, je vous divulgage tout, donc ça ne sert à rien. Et voilà, donc ce sujet-là était quand même présent. Sinon, on est vraiment dans un sujet particulier dans un quartier défavorisé de Cagliari qui, malheureusement, rassemble des personnes qui vivent dans le besoin, la détresse, la désillusion, le manque de confiance dans les autorités, l'absence de soutien ou la présence de trahison de personnes qui techniquement la société devrait avoir confiance. Et c'est un sujet assez important. Donc, il y a vraiment la notion d'omerta aussi qui est là. Omerta, la notion aussi de tous les policiers ou les policières sont des personnes à qui on ne peut pas faire confiance. On va s'arranger avec nous-mêmes. La justice individuelle versus la justice sociale, c'est super bien fait. C'est pas évident. Jusqu'à la toute fin, on se pose la question qu'est-ce qu'on ferait nous-mêmes dans une situation comme ça. Mais comme à chaque fois, je trouve ça fonctionne bien. Les personnages principaux, donc comme je vous disais, de Eva Croce et Mara Raïs, ainsi que Vito Strega. C'est Strega, je ne sais pas son nom. Et ensuite, là, une nouvelle personnage qui est arrivée, je pense, dans le dernier tome, qui s'appelle Clara Ponte-Corvo, je pense, qui s'ajoute à l'espèce d'unité spéciale qui s'occupe de ces cas-là. Leurs dynamiques sont super intéressantes. C'est des femmes atypiques, mais qui ont aussi des besoins absolument réguliers, que ce soit femmes ou hommes, et qui essaient d'évoluer, de créer une cohésion de toutes ces âmes-là qui sont différentes, qui doivent travailler ensemble. Puis dans ce tome-là, c'est un peu
c'est un peu le summum de la bonne cohésion jusqu'à ce que. Donc, vraiment intéressant. Et puis là, ben, je vous confirme que ce tome-là me confirme que oui, les lire dans le désordre, c'est vraiment moins intéressant parce que le fil rouge, il devient de plus en plus fort, comme je vous disais, de tome en tome. Puis là, si vous les avez lus dans le désordre, la montée de tension, comme maintenant, il y a 2 montées de tension en parallèle. Il y a l'enquête en tant que telle, plus les personnages, leur combat personnel, les personnages principaux. C'est vraiment important d'avoir la possibilité de faire le chemin à travers les tomes. Donc, voilà. Adoré, coup de cœur, trop hâte au prochain tome qui sort bientôt. Et je vous reprends pour vous parler de l'espace d'un printemps dès que j'ai terminé le livre et que je ne serai pas à bout de bras comme ça dans un univers qui vante. Et aussi, je vais vous dire que j'ai vu qu'il y avait un nouveau Fred Vargas qui sort. Puis là, je me disais même que j'allais me le commander en France. Je pensais que c'était terminé. C'était censé être le dernier à Damsberg, mais ça n'a pas l'air. J'ai vu qu'il était disponible en livre audio sur Nextory. Donc, je peux vous dire que la prochaine lecture que je vais lire, c'est le Fred Vargas. Je n'attendrai pas. Alors voilà. Vous n'aurez pas dans ce vlog-ci, mais juste vous dire, dans le prochain vlog, sans doute que je vais commencer avec cette lecture-là. Alors, ben voilà. À tout bientôt. Et bonjour. Alors, on est le vendredi quelque chose avril, 10 avril. Et ben, je vous prends avant d'aller courir et avant d'aller au boulot cette fois-ci parce que je voulais vous parler de la lecture que j'ai terminée et aussi clore le vlog. Donc, j'ai terminé finalement la lecture de L'espace d'un printemps. Et c'est... je pense que c'est un coup de cœur. Ou en tout cas, c'est un petit coup de cœur ou c'est une excellente lecture, puis c'est presque totalement un coup de cœur. C'est tellement bien écrit puis touchant. Bon, évidemment, comme je le pensais, L'espace d'un printemps, ça demeure quand même quelque chose qui n'est pas exactement un voyage dans l'espace, mais en même temps, bon, on va suivre Leila, qui, comme on le comprend dès le départ, erre dans l'espace, avec pour seule compagnie quelque chose, une entité qui lui donne des ordres, qui semble liée quand même à ce qu'on appelle des routines quotidiennes particulièrement. Donc, pendant un bon moment, on la suit là-dedans. Et entre ces ordres-là, on a comme des espèces de petits bribes un peu de son intériorité, ce qu'elle pense un peu de sa vie qu'elle a vécue sur Terre. Puis bon, à quel point elle regrette peut-être un peu la vie sur Terre, mais pas tant que ça. On sent qu'elle a vécu quelque chose d'assez troublant, quelque chose d'assez... un grand deuil, une grande perte et tout ça. Et là, plus ça va, puis plus évidemment qu'on se doute que est-ce qu'elle est vraiment dans l'espace? Pas vraiment. Mais pendant tout le long de ce roman-là, de cette introspection-là, en fait, on va accepter cette convention-là parce qu'en fait, c'est la convention que la jeune Leila va elle-même s'être créée pour vivre la situation qui pour elle est plus grande que tout. C'est une situation où, en effet, elle va être confrontée, d'après ce qu'on comprend à travers les bribes, à une séparation avec ses parents qui semble s'être passée de façon assez abrupte pour elle. Donc, sa mère, je pense qu'elle était amoureuse de quelqu'un d'autre. On comprend un peu et tout ça. Puis, Leila a tellement été sous le choc de la situation qu'elle décide d'aller vivre uniquement avec son père parce qu'elle en veut à sa mère. Elle ne veut même pas avoir la garde partagée. Elle veut juste aller chez son père. Sauf qu'en étant chez son père, elle se ramasse à devoir déménager et elle se sent beaucoup isolée. Évidemment, elle a le grand clash de la fin, entre guillemets, de cette bulle familiale-là, aussi de la grande trahison qu'elle a avec des gens avec qui elle a confiance que sa mère, et puis tout ça. Le fait qu'elle ne semble pas avoir un lien tant proche avec son père, on dirait que, bien évidemment, les ordres viennent de son père, mais en tout cas, entre guillemets, pour elle, elle le considère quasiment comme une entité qui est juste là pour réguler sa routine. Et on comprend aussi qu'elle a eu une peine d'amitié très importante qui l'a vraiment déstabilisée et qui va, veut pas, avoir un impact sur sa perception en plus de son autre environnement qu'à part la navette spatiale, donc le vaisseau spatial dans lequel elle vit. Donc, elle s'isole, sa chambre, évidemment, chez son père. Et c'est la perception qu'elle a de l'école parce qu'elle a une peine d'amitié tellement forte. Puis comment on peut savoir aussi que comment ça peut être l'espèce de... Bon, on parle beaucoup de cancel culture, mais quand on est ado aussi, quand les peines d'amitié arrivent, quand les trahisons d'amitié arrivent, ben c'est du cancel culture intense, vraiment. Donc, elle a à vivre ça. Sauf que Hugo Léger approche pas ça de façon frontale. C'est vraiment par le biais de comment Leila vit ça. Puis comment elle vit, elle, c'est que pour elle,
c'est vraiment un voyage dans l'espace. Elle se sent complètement pas adaptée au monde, donc elle a décidé juste de, entre guillemets, quitter la Terre, puis de se dire, dans le fond, ma maison, c'est en dehors de la Terre, puis le restant, ça va. Puis c'est comme si c'est pas parce qu'elle a une problématique de santé mentale, c'est pas, oui, peut-être dans le sens où peut-être qu'elle est peut-être en prédépression, mais c'est pas une hallucination ou rien, c'est juste que elle, c'est comme ça qu'elle deal avec ça. Donc, c'est super touchant. Le parallèle est maintenu, comme je vous dis, tout le long. Les ordres vont arriver. Plus ça va aller, puis plus on va sentir qu'elle passe de temps en dehors de sa navette spatiale pour les moments où elle a des choses à régler par rapport à elle-même. Ça va être représenté. Elle va représenter ça comme des voyages sur des planètes qu'elle n'a pas connues. Donc, elle va vivre des choses sur ces planètes-là que peut-être elle ne peut pas se permettre nécessairement de vivre quand elle est sur Terre ou dans la réalité et tout ça. À chaque fois qu'elle a à sortir de sa navette, c'est considéré pour elle comme une excursion spatiale, mais elle va revenir toujours dans sa navette. J'ai tellement aimé cette approche-là, je ne savais pas comment ça allait se passer. Donc, comme je vous dis, c'est vraiment pas comme on essaie de faire croire au lecteur que c'est ça. On le prend tel quel parce que c'est comme ça que le personnage le perçoit. Il va arriver également aussi l'arrivée d'un personnage qui est particulier, qui est comme une espèce d'extraterrestre, puis un peu son double. Puis en fait, ça va amener éventuellement Layla à reprendre confiance en elle-même, reprendre confiance en quelque chose, en elle-même, et éventuellement être capable de faire confiance à l'extérieur. C'est une... elle dit que c'est une extraterrestre parce que pour elle, c'est comme quelqu'un qu'elle a finalement rencontré sur une de ses planètes. Donc, on imagine que c'est dans ses fameuses pérégrinations intérieures. Mais c'est tellement bien fait, je trouve. C'est concis comme récit. C'est évidemment que tout se dit entre les lignes. On n'a pas l'impression d'être pris pour quelqu'un de nono comme lecteur. On n'a pas l'impression que le personnage principal non plus, comme ado, a perdu un ancrage avec le réel. On a juste l'impression qu'on la voit, justement, comme je vous dis, choisir une espèce d'avenue qui est son avenue à elle pour affronter tout ce qui se passe, puis que ça fonctionne, puis qu'il n'y a pas personne qui rit de ça, finalement. Il n'y a pas personne qui contredit la réalité qu'elle a choisi de vivre. Elle-même ne contredit pas qu'elle évolue aussi dans le réel. En tout cas, je ne sais pas comment vous décrire ça. Ça a l'air peut-être bizarre quand je vous en parle, mais le plus je vous en parle, plus je me dis que c'est un coup de cœur. La seule chose qui fait que peut-être j'ai eu un moment de... un tout minuscule bémolissime, mais c'est vraiment minuscule, c'est que j'ai quand même trouvé... C'est une fin qui donne espoir. Puis, il y a quand même... On arrive avec une couche de plus d'espoir, un peu style Deus Ex Machina, qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, qu'on aime, qu'on trouve ça le fun qui arrive, mais la partie où cet élément-là va arriver, c'est rapide un peu pour moi. On a une progression lente, une progression de compréhension un peu du contexte, d'évolution, de travail, et tout ça, l'espace d'un printemps, on le comprend. Et je sais qu'il faut quand même qu'on ait une certaine vitesse éventuellement pour arriver là, puis on sait tous qu'on comprend quand même à travers le roman que ça semble être un moment, un passage dans la vie de cette jeune fille-là. Donc, on sait qu'éventuellement, il va se passer quelque chose. Il va y avoir une évolution vers autre chose. Mais je trouve quand même que le passage vers cette autre chose-là, qui est en tout point quelque chose de souhaitable, il se fait rapidement. Mais ça, c'est juste moi. En même temps, je me dis, si ça vise un public adolescent, tant mieux si c'est quelque chose qui arrive comme ça, parce que si un adolescent ou même un adulte s'identifie à cet état-là, cet état de mal-être, de déconnexion volontaire-là, ben je pense que l'espoir est nécessaire. Puis je pense que l'espoir à l'horizon peut pas arriver trop tôt quand on est dans une situation comme ça. Fait que c'est pour ça que je vous dis que c'est pas réellement un bémol, mais c'est ça m'a juste fait un tout petit peu tiquer, mais c'est tout. Parce que c'est au point que je pense que je vais lâcher pour l'avoir à la maison. La couverture en plus, même si je sais que c'est quelque chose de physique, ça n'a aucun rapport, mais c'est sublime. Je sais pas qui a fait la couverture, j'ai pas pris le temps de regarder, mais c'est excellent. Le visuel qui est proposé, je suis restée avec ça en moi pendant tout le long de la lecture. Je n'ai même pas regardé s'il y avait une liste de lecture proposée, mais c'est le genre de livre que potentiellement il pourrait en avoir une aussi. Fait que s'il n'y en a pas, Québec-Amérique, ce serait une bonne idée. Donc, superbe découverte pour moi. Superbe découverte. Hugo Léger, L'espace d'un printemps chez Québec-Amérique. Juste
découvrez ça. Je pense pas vraiment qu'il y a d'âge pour découvrir ça. Ça met de l'avant, comme je vous dis, une vie adolescente, mais ça pourrait mettre de l'avant la vie de n'importe qui. Extrêmement impressionné. Extrêmement impressionné. Et c'est sur cette note de moment un peu euphorique de post-lecture que je vais clore le vlog ici. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire, comme d'habitude, si ça vous dit. Puis ben, j'espère comme toujours que vous arrivez à vous mettre un bon livre sous la dent. Et puis ben, nous on se dit à la prochaine!